Bonjour tout le monde. Bonjour, je vous laisse vous connecter à l'audio tranquillement. On va bientôt démarrer. Ah, attendez, je vérifie. Voilà, je vous laisse le temps de vous connecter tranquillement. Ok, on est parti. Donc, bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur les concours Access et Sésame. On peut dire aussi Accès et Sésame. On va faire un vrai tour d'horizon qui va aller vraiment, on va vraiment partir de tout ce qu'on peut faire en termes d'études de management et on va aller dans vraiment la profondeur des concours et notamment des épreuves écrites et de la préparation des concours. Donc, je vous explique comment va se dérouler la réunion. Donc, il va y avoir à peu près une trentaine, 40 minutes de présentation où je vais essayer de vous donner un maximum d'informations sur les concours. Ce que je vous invite à faire pendant la présentation, c'est de poser vos questions directement dans le chat. À la fin de la présentation, je reprends toutes les questions dans l'ordre et je vais y répondre sans, voilà, sans éviter aucune et en étant le plus franc possible dans mes réponses. Et donc, voilà, vous allez voir que parfois, je peux avoir des positions sur certaines écoles, sur le concours. Voilà. Donc, je vous donnerai vraiment mon avis sur les écoles, sur le concours, sur les matières. Et bah, voilà, je prendrai le temps de répondre à toutes vos interrogations. La conférence d'aujourd'hui, elle est enregistrée et je vous enverrai le replay demain. Et je vous enverrai aussi les slides de la conférence, donc le support de la présentation. Donc, pas besoin de prendre en photo les slides ou de prendre tout en note. Vous recevrez tout demain par mail. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Johan. J'ai été jury d'admission à l'ESSEC, enseignant de stratégie à l'Université Paris-Dauphine pendant 3 ans. Et je suis aussi le fondateur de Prépa Campus et du Club Accès César. Donc, on va démarrer tout de suite. Donc là, il y a un petit sommaire, voilà. On va démarrer tout de suite en parlant des différentes options qu'on a quand on souhaite faire des études de management. En fait, faire une école de commerce post-bac, c'est une option parmi d'autres. Euh, Déjà, quand vous souhaitez faire une école de commerce, vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est faire une école de commerce post-bac. La deuxième possibilité, c'est passer par la partie classe préparatoire, prépa. OK? Quand vous passez par une classe préparatoire, vous faites 2 ans de prépa ou 3 ans de prépa, vous rentrez ensuite en programme grande école d'une école de commerce. On a souvent dit, enfin longtemps dit que c'était la voie royale parce que, en fait, c'est la seule voie, quasiment la seule voie, disons, c'est la seule voie que vous avez si vous souhaitez rentrer dans les meilleures écoles de commerce de France. Donc, en gros, si vous voulez faire le programme grande école à HEC, à l'ESSEC, à l'ESCP, à l'EM Lyon, à l'EDEC, il faut passer par une prépa, et donc par 2 ou 3 ans de prépa. Il existe des passerelles beaucoup plus tard dans les études, qui sont incertaines, mais donc du coup, c'est ça la voie classique, disons. Euh, et donc du coup, pour le top 5, vraiment, si vous voulez avoir le top du top, vous êtes obligé de passer par par la voie classe préparatoire. Vous pouvez aussi, quand vous faites une prépa, tout le monde ne rentre pas dans le top 5 et il y a plein d'autres qui rentrent dans les 10, 15, 20 écoles qui suivent. Ok. La sixième école, on pourrait dire par exemple que ça serait Audencia à peu près. Et Audencia, en termes de niveau de reconnaissance, ça va être d'un niveau similaire à l'IESEG, qui est la meilleure école de commerce post-bac en programme grande école. OK? Donc, quand vous faites un programme grande école, le meilleur programme que vous pouvez faire en post-bac, c'est l'IESEG, et c'est comparable à Audencia, qui est à peu près la sixième. OK? Donc, si vous visez top 3 ou top 5, ça vaut le coup de faire une prépa. Si vous voulez vous viser, enfin, si vous pensez que vous n'aurez pas nécessairement une école top 5, là, dans ce cas-là, si vous avez l'IESEG, ça doit vous faire réfléchir. OK? Un bon indicateur aussi, de savoir ce que vous devez faire, c'est au moment où vous allez postuler sur Parcoursup, vous allez être pris, vous pouvez postuler au concours Access et César, qui sont deux concours différents. Vous pouvez postuler aussi en prépa. Quand vous aurez vos résultats des écoles que vous aurez les résultats des prépas que vous avez. Si vous voyez que dans la prépa où vous êtes pris, la meilleure prépa où vous êtes pris, il rentre que 15 ou 20% des étudiants dans le top 5, et vous êtes pris à l'IESEG, vous savez qu'il faut absolument prendre l'IESEG. Si vous voyez qu'il rentre 80% des écoles dans le top 5, donc HEC, SEC, ESCP, EM Lyon, EDEC en programme grande école, là, vous pouvez vous dire, ah dans ce cas-là, peut-être je prends le risque de faire une prépa. Après, il y a des gens aussi qui ne veulent absolument pas faire de prépa, parce que c'est un très très gros sacrifice en termes de travail et de temps. Et il y en a d'autres aussi qui sont intéressés par la prépa parce que c'est aussi stimulant intellectuellement et ils vont trouver leur intérêt là-dedans. Donc du coup, voilà, en fonction du profil que vous avez, ça peut vous correspondre plus ou moins. Les classes prépa, c'est quand même réservé aux étudiants qui sont très bons.
ok, scolairement. Si vous êtes à 13 de moyenne, on ne parle pas de classe prépa. Pour les concours, par contre, vous avez vos chances. Euh, du coup, quand vous faites une école post-bac, donc là j'ai parlé souvent beaucoup des écoles après prépa, mais quand vous faites une école post-bac, vous pouvez avoir accès à trois types de programmes différents. Les bachelors en 3 ans, les BBA en 4 ans et les programmes grande école ou assimilés en 5 ans. Ok? Alors, les bachelors en 3 ans, en France, on n'en a pas des très bons. Ok? Le plus connu, c'est le bachelor de l'ESCP et il n'est pas du tout d'un excellent niveau. Il est très sexy, mais en termes de niveau des étudiants, en termes de charge de travail, c'est quand même assez léger. Et c'est un programme qui est très ouvert international, qui est très bilingue, mais à part ça, c'est pas non plus, comment dire, voilà, en termes de travail et de compétences que vous allez développer, ça va pas être non plus incroyable. Et en plus, ça coûte très cher. Et donc, du coup, donc le BBA de l'ESCP, ce serait peut-être le meilleur bachelor, mais ça reste quand même pas extraordinaire. Ensuite, vous avez donc c'est bachelor de l'ESCP, pardon. Ensuite, vous avez les BBA. Les BBA, c'est les programmes en 4 ans. Un BBA, ça donne un grade de licence comme un bachelor. Ça donne pas un grade de master. Ce qui fait que quand vous êtes en France et que vous faites un BBA, vous allez faire 4 ans d'études, mais vous allez avoir un diplôme de bac plus 3. Pour compléter votre diplôme pour avoir un master, bac plus 5, il faut rajouter une année. Vous pouvez faire soit en école, soit à la fac. Ok? Donc vous n'aurez pas besoin de refaire 2 ans, il faudra faire juste un an supplémentaire. Mais si vous faites pas cette année supplémentaire, vous avez juste un bachelor. Les BBA, en fait, le format du BBA, c'est calqué sur ce qui se fait dans le modèle anglo-saxon au niveau des études. Sauf que nous, on est en France, et en France, bah, si vous voulez souhaitez travailler en France plus tard, c'est bien de pousser jusqu'au master. Et on peut vraiment le faire facilement. On peut même pousser dans des très très bons masters quand on sort d'un bon BBA avec un bon dossier, quoi. On peut vraiment faire des choses excellentes. On a des très bons BBA pour le coup en France. Tous les meilleurs BBA sont dans le concours Sésame. Tous sauf un. Ok. Donc tous les meilleurs BBA sont dans le concours Sésame. Le meilleur BBA de France, c'est l'ESSEC, sans problème. C'est au moins aussi bien que l'IESEG en programme grande école, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Au moins aussi bien. C'est un programme en 4 ans. Et donc du coup, c'est aussi un programme qui vous ouvre vraiment beaucoup, beaucoup d'opportunités. Euh, Vous avez le BBA de l'UM aussi, qui fait partie du concours Sésame, celui de Neoma, celui de Schema, enfin vous en avez beaucoup. Le seul excellent BBA qui est hors concours, c'est le BBA de l'EDEC. Le BBA de l'EDEC, c'est juste votre dossier avec un entretien. Ils prennent beaucoup de monde aux entretiens, mais ça ne veut pas dire que parfois, même en ayant une très bonne note à l'entretien, ça ne suffit pas. Parfois, vous pouvez aller à l'entretien, avoir 16 et pas être pris. Il faut parfois avoir 18, 19, 20. Donc ça veut dire qu'ils donnent un peu leur chance à tout le monde au niveau des entretiens. Ils vous donnent la possibilité de vous exprimer. Et après, bah, si vous avez un dossier qui est moyen, faut vraiment avoir une note excellente. Si vous avez un dossier qui est bon, une bonne note suffira. OK? Euh, Ce qui est bien, c'est que c'est zéro préparation supplémentaire de préparer les decks, parce que les oraux, ça va être exactement sur le même format que les entretiens pour les concours Access et Sésame, et sinon, c'est juste votre dossier. Donc c'est vraiment pas mal. Et il y a un petit questionnaire de personnalité à remplir qui s'appelle Image Me, mais il n'y a pas de mauvaise réponse, vraiment, c'est juste une petite étude de la personnalité des étudiants. OK? Donc ça, c'est pour les programmes en 4 ans. Et donc, les programmes en 4 ans ne sont pas du tout nécessairement moins bons que les programmes en 5 ans. Comme je vous ai dit, par exemple, le BBA de l'EDEC, c'est au moins aussi bon que le meilleur programme en 5 ans post-bac. OK? Et sinon, du coup, les programmes en 5 ans post-bac que vous avez l'IESEG, qui est le meilleur programme en 5 ans, PGE. Vous allez avoir l'ESCA, vous allez avoir le M Normandie, vous avez Neoma qui a un programme en 5 ans, qui n'est pas le programme grande école, mais qui a un programme en 5 ans aussi, qui est très intéressant. Et donc voilà, c'est vrai, on a vraiment des très bons programmes en 5 ans aussi. Par contre, il faut faire attention. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoles de commerce qui ne sont pas exceptionnelles. OK? Et ça, ces écoles-là, déjà, les écoles hors concours, elles vont être moins bien que les bonnes écoles dans les concours, ça c'est sûr. Et même dans le concours Sésame, vous avez 16 écoles, les 16 ne se valent pas. OK? Donc il y a des écoles qui sont très bonnes, il y en a que je ne recommande pas, franchement. OK? Euh, les écoles de commerce, c'est payant, ça va vous coûter entre 10 et 15 000 euros l'année à peu près. OK? Donc c'est cher. 15 000 euros l'année, c'est vraiment le plus cher, mais ça va être 10 12 000 euros l'année. Et sachez que vous fassiez une bonne école ou une école moyenne, ça va être 10 000 euros l'année à peu près. Donc, quand vous décidez de passer les concours, dites-vous que euh, investissez-vous bien dans vos concours, préparez-les bien, obtenez la meilleure école possible parce que vous allez payer quoi qu'il arrive 10 000 euros l'année, sauf qu'à la fin, les salaires à la sortie et les opportunités professionnelles, c'est pas les mêmes si on vient de PSB. J'ai rien contre eux, bien que voilà, je trouve pas que ce soit là.
l'école la plus stimulante du concours Sésame. C'est pas pareil si vous sortez de PSB, de l'EM Normandie ou de l'EM Normandie ou de l'ESSEC. Ok? Donc, il y a des grosses différences. Et vous allez le voir aussi sur ce que vous allez avoir en termes d'opportunités pendant votre scolarité, si ce n'est que ça. Ok? Les écoles de commerce post-bac ou les écoles via classe préparatoire, enfin en tout cas les écoles en 4 et 5 ans, c'est des écoles qui sont très ouvertes vers l'international, où vous allez aussi faire pas mal de stages. Et donc, du coup, quand vous êtes sur un programme de 4 5 ans, il y a minimum 1 an de stage. Ok? Euh, donc ça, c'est des formations qui sont privées, évidemment. Et pour financer ces formations-là, vous avez deux possibilités. Je vous ai dit, c'est cher. La première possibilité, c'est de faire un prêt étudiant, si vous avez besoin d'argent. Et donc, du coup, ça vous fera, c'est un prêt à un taux qui est faible et vous remboursez après vos études. Donc, ça, c'est classique. Et la deuxième chose que je recommande aussi, c'est de faire une alternance. Le fait de faire une alternance pendant, vous pouvez faire 2 ans en alternance en général, selon les écoles, mais en général, c'est quand même 2 ans en alternance sur un programme de 4 ou 5 ans. Et c'est pas négligeable parce que vous économisez 2 ans de frais de scolarité, c'est-à-dire entre allez, 20 et 25 000 euros. Et en plus, vous allez être payé pendant les 2 ans, même quand vous êtes en cours. Ok. Donc, je vais vous donner un exemple. Moi-même, mon parcours, c'est que j'ai fait Dauphine, j'ai fait des admissions sur titre, je suis rentré à l'ESSEC en première grande école. Donc, j'ai fait 4 ans à Dauphine, 3 ans à l'ESSEC. Enfin, 5 ans à Dauphine, même 3 ans à l'ESSEC. Ok. Et donc, du coup, quand j'étais à l'ESSEC, c'était pareil, c'était 15 000 euros l'année. J'étais en programme grande école. J'ai fait une alternance moi-même chez HPE, Hewlett Packard Enterprise à l'époque, dans la partie logicielle. Et avec moi, il y avait 3 autres stagiaires de l'ESSEC, c'était tous des BBA. Pour nous quatre, donc les 3 autres qui étaient en BBA et moi-même qui étais en programme grande école, on était tous payés 1 600 euros par mois sur 24 mois. On passait que 12 mois dans l'entreprise sur les 24. OK? Et ils payaient nos frais de scolarité qui étaient de 15 000 euros par an. Donc autant vous dire que d'un point de vue financier, c'était extrêmement intéressant. OK? Et après, même d'un point de vue insertion professionnelle, c'était parfait aussi. OK? Après, il se trouve que bah, moi, je ne suis pas du tout resté dans cette voie, mais il y en a d'autres qui le sont restés et qui ont pu après bah, travailler dans une super entreprise, très bien gagner leur vie, etc. Vous avez aussi d'autres possibilités hein, pour faire des études de management, notamment des études en passant dans le public. Il y a l'université. L'université, ça va être beaucoup moins international, ça va être gratuit ou presque. Vous allez avoir des parcours 3 ans pour avoir la licence, et après, il faut postuler pour les masters, et vous avez du coup 2 ans de master en plus. Ça veut dire qu'en gros, vous n'êtes pas assuré quand vous commencez votre licence d'être pris pour votre master. Il faut être bon. OK? Vous allez avoir quelques périodes de stage, surtout les dernières années. Et parfois, vous avez la possibilité d'aller à l'international, parfois pas du tout. OK? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? La différence entre l'université et l'école, c'est que à l'université, on prend beaucoup moins. Vous êtes un numéro. Alors que dans une école, vous êtes vraiment une personne. Et donc, quand vous avez des projets dans une école, notamment, moi, c'était frappant quand j'ai fait Dauphine et l'ESSEC. Hein. Et Dauphine, c'est une excellente université. J'ai adoré mes années là-bas. Il y a un très, très bon niveau. La qualité des cours était super. Mais par exemple, quand vous avez un projet personnel, un projet entrepreneurial, un projet associatif, c'est beaucoup plus compliqué de parler à l'administration de Dauphine. Franchement, en plus, j'étais prof là-bas et c'était un peu mieux pour les profs, mais disons, mais c'était pas loin d'être parfait aussi. Mais c'était mieux quand même pour les profs. Enfin, ouais, c'était quand même très loin d'être parfait par rapport à une école. Mais en gros, ce que je veux vous dire, c'est que eux, ils font rien pour vous aider. Pour avoir votre convention de stage, il faut aller presque les supplier. Quand vous allez, au contraire, dans une école de commerce, à l'ESSEC, à l'EM Normandie, n'importe où, dans une bonne école de commerce, ils vont faire vraiment attention à vous. Et en fait, ils vont au contraire vous encourager, essayer de moduler votre emploi du temps pour que vous puissiez mettre à bien vos projets. Et en fait, ils sont hyper flexibles. Et le but, c'est qu'à la fin, vous allez tout faire d'un point de vue académique. Mais en fait, on vous aura aussi donné la possibilité de vous épanouir en dehors de vos cours. Voilà. Euh, Vous avez des très bonnes universités, vous avez des universités un peu moins bonnes. Quoi qu'il arrive, en fait, si vous êtes vraiment bon à l'université, à la fin, vous pourrez faire des super études. Il y a toujours des passerelles un peu entre toutes les formations. OK? Et donc, du coup, vous pouvez commencer dans quelque chose de pas top et finir dans quelque chose de super. Quand vous commencez avec quelque chose de pas top, il va falloir être très très bon dans le pas top pour aller vers le super. Quand vous commencez dans quelque chose de beaucoup mieux, bah, vous pouvez être un peu moins bon pour quand même atterrir dans les mêmes masters, disons. OK? Ensuite, vous avez les BUT en 3 ans. Les BUT, pareil, c'est pas mal. Ça se fait dans un IUT, un BUT. Il y a des BUT qui sont meilleurs que d'autres. Euh, comment dire? C'est pas. euh, c'est pas. Comment dire?
C'est pas une fin en soi hein, de faire 3 ans de BUT. Il y en a qui décident de continuer leurs études et vous avez vraiment la possibilité de faire ça. Après, n'espérez pas rentrer dans les meilleures écoles de commerce en faisant des admissions sur titre après un BUT. Euh, Vous serez quand même limité dans ce que vous pourrez faire, mais vous avez des possibilités. Les BTS, je recommande plutôt ça pour les gens qui veulent faire des formations courtes. Il y en a des privés, il y en a des publics. C'est vraiment, on fait un BTS pour apprendre un métier et aller travailler. Il y a la possibilité, encore une fois, de continuer après un BTS, mais si vous avez ça en tête, allez directement dans une formation un peu plus longue. OK? Voilà, c'était un bon petit tour d'horizon. Et donc, du coup, vous avez bien compris, si vous voulez faire une bonne école de commerce post-bac, à part l'EDEC qui est hors concours, vous n'avez pas le choix, c'est concours accès ou Sésame, ou les deux. OK? Donc, juste pour vous dire, les épreuves écrites du concours Sésame, du concours accès, c'est le 10 avril cette année. Pour le concours Sésame, c'est le 15 avril. Au concours accès, vous avez trois écoles, l'IESEG, l'ESCA, l'ESDES. Au concours Sésame, vous en avez 16. Les écoles vraiment les plus intéressantes du concours accès, c'est l'IESEG et l'ESCA. L'IESEG en 1. Et l'ESCA aussi, c'est quand même une bonne école qui a une très bonne réputation, et qui est là depuis très longtemps et voilà, qui a rien à prouver, disons. Euh, Ce qui est intéressant avec le concours accès, c'est qu'il y a énormément de places à l'IESEG et à l'ESCA. Il y a à peu près 1100 places pour l'IESEG et pour l'ESCA, par école. OK? À l'ESDES, il y en a moins, il y en a plutôt dans les 250. OK? En fait, pour vous dire, par exemple, vous voyez, au concours Sésame, il y a 16 écoles. Comme je vous ai dit, les 16 écoles ne sont pas toutes du même niveau. Il y en a franchement qui ne sont pas à garder, il y en a qui sont plus à garder. Quand vous regardez l'ESSEC, le M Lyon, Néoma, etc., c'est des écoles où il y a 350 places à peu près par école. Toutes les écoles, là, ça pourrait ça, dans les 350 places en moyenne. Donc l'IESSEC et l'ESCA, il y a littéralement 3 fois plus de places que dans une bonne école, que dans les écoles, pardon, de Sésame. Ça veut dire que si on comparait les écoles d'Accès et les écoles de Sésame, c'est comme si en fait on avait, comme si l'IESSEC valait 3 écoles et l'ESCA valait 3 écoles. Donc c'est comme si on avait 3 écoles top avec l'IESEG, plus 3 écoles bonnes avec l'ESCA, si on devait comparer à Sésame. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'à Sésame, vous allez avoir sur les 16 écoles, 5-6 écoles qui sont vraiment intéressantes, 2-3 qui sont pas mal, et 5-6 qui vont être vraiment moins bien. OK? Euh, sur les épreuves du concours Access, vous avez 3 épreuves écrites, l'anglais, la synthèse, raisonnement logique et mathématiques. Et donc moi, enfin, ce qu'on va faire, pardon, excusez-moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les détailler un peu plus tard dans la présentation, ces épreuves écrites. On va vraiment revenir dessus pour Access et pour César. Vous avez aussi des épreuves orales après les épreuves écrites. Pour Access, ça va commencer fin avril et ça va finir mi-mai. Pour César, ça va être de début mai à mi-mai. OK? Euh, on fait de la préparation au concours, aux oraux, ça marche super bien. Je vous en parle pas aujourd'hui parce que la préparation qu'on fait à nos étudiants pour les oraux, en fait, on la met en place à la fin, enfin fin mars, on commence à en parler, et on commence les préparations aux oraux en réalité le lendemain des épreuves écrites. Ok? Ça sert à rien de préparer vos oraux maintenant, quand vous avez des oraux dans 6 mois, sachant que pour préparer vos oraux, il vous faut 10 jours à peu près, donc après les épreuves écrites, vous avez le temps. Et en fait, quand vous préparez bien vos oraux, c'est 100% de réussite avec nos préparations. Ok. Nos préparations, d'ailleurs, qu'on fait pour les oraux, c'est des cours individuels avec des profs qui ont été jurés d'admission soit en école, soit en prépa. On a notre méthodologie, c'est 3 à 5 séances, 100% de réussite. Ok. Donc ça, je vous en parle pas maintenant parce que, enfin, comment dire, je vais pas en parler de la conférence plus que ce que je viens de dire, à part si vous avez des questions dessus. Mais en gros, comment dire, en vous préparant 10 jours avant, vous serez bon. La difficulté, ça va être d'être admissible aux oraux. Ensuite, vous faites votre préparation, ça va passer. OK? Sachant qu'en réalité, dans les faits, ils prennent une seule personne sur deux aux oraux, après les oraux. Donc, s'il y a 500 étudiants qui sont retenus, il y en a 250 qui seront pris. OK? Ce qui veut dire que euh, ça se prépare, ça se travaille, les entretiens. OK? Sinon, vous pouvez être dans les 500 dans les 250 qui ne sont pas pris. Mais en étant bien préparé, vous faites la différence par rapport aux autres. Pour le concours, et donc moi-même, en plus j'étais juré en école, donc pour le coup, en termes d'attente des écoles, de notation, etc., c'est très très clair. Ok. Pour le concours Sésame, donc écrit, ça va être le 15 avril. Il y a 16 écoles, 19 programmes en tout. 6 épreuves écrites, les langues, anglais LV2, analyse documentaire, enjeux contemporains, maths, français, compétences digitales. Deux types de programmes, des programmes en 4 ans, des programmes en 5 ans. Ok, je vous ai dit, tous les meilleurs billets sont dans Sésame, à part le billet de l'EDEC. Et toutes les meilleures écoles de commerce en 5 ans en programme grande école, elles sont soit dans Accès, soit dans Sésame. OK? D'ailleurs, on va le voir. Ça, c'est le classement de l'année dernière. Je l'ai pas, il vient de sortir le nouveau classement. Je l'ai pas mis à jour. Je l'ai même pas regardé encore. Il est sorti la semaine dernière. Euh,
Mais en gros, si vous voulez, les classements, ils évoluent un peu d'une année sur l'autre, mais il y a des choses qui ne bougent pas. Déjà, le meilleur PGE en post-bac, c'est l'IESEG. Ça ne bouge pas. C'est via le concours Access. Le deuxième, c'est l'ESCA, troisième, le M Normandie. En vrai, l'ESCA et le M Normandie, c'est 2 et 3 à égalité pour moi, et le LV, c'est vraiment derrière. OK? Donc, concours Sésame. Le M Normandie, l'année dernière, c'était devant l'ESCA. Cette année, c'est derrière. Enfin, je veux dire, l'année d'avant, vous avez compris quoi. Donc, c'était devant l'ESCA avant, le M Normandie. Là, ils l'ont mis derrière. En réalité, c'est vraiment d'un niveau similaire. Je dirais que l'ESCA et le M Normandie n'ont pas du tout la même stratégie. L'ESCA a eu la stratégie d'ouvrir des campus un peu partout en France, quand le M Normandie décide de s'internationaliser. Moi, je trouve que l'M Normandie a plutôt le vent en poupe et est en train de prendre vraiment de la place, de s'imposer vraiment comme une très bonne école post-bac, notamment parce qu'ils ont ouvert récemment un campus à Oxford où ils ont bénéficié des mêmes profs que bah, les profs qui vont enseigner dans les grandes universités anglaises. Ils ont un campus à Dublin et ils en ont un à Dubaï, je crois, si je dis pas de bêtises. Et là, ils sont en train d'ouvrir Boston. OK? Et donc, Boston, il ouvre en 2025, vous pourrez en profiter en tant qu'étudiant. Et donc, en fait, ils font exprès d'ouvrir ça dans des pôles où il y a soit beaucoup d'entreprises, soit beaucoup euh, des super universités. Et en fait, ça permet aux étudiants et à l'école de bénéficier du réseau qu'il y a voilà, dans ces endroits où bah, voilà, vous allez avoir des très bons profs ou des très bons professionnels qui peuvent intervenir. OK? Juste petite pause rapidement, je vais me chercher un petit mouchoir et j'arrive. OK, pardon. Du coup, donc ça, c'était le classement des programmes grande école. En haut, en dessous, vous avez le classement des BBA. En un, on a les sexes, c'est incontestable. OK? En 2, pour moi, enfin là, ils vous ont mis ETEC en 2, Schema en 3. L'année d'avant, Schema, ils étaient 5 ou 6e, et c'était Neoma qui était deuxième. OK? Dans les vrais faits, pour moi, les vrais 2 et 3, c'est l'EDEC et l'UM Lyon ensemble. OK? L'EDEC et l'UM Lyon, c'est les deux autres meilleurs BBA selon moi. D'après les retours que j'ai des étudiants, quand je vois le niveau des étudiants qui y vont, quand je vois l'exigence des cours, etc., c'est l'EDEC et le M Lyon. Et en quatre et 5, on a Schema et Neoma. Les classements, c'est pas une vérité absolue, vraiment. D'une année sur l'autre, le niveau des écoles, il bouge vraiment pas tant que ça. OK? Pourtant, il y a 2 ans, l'EDEC, ils étaient classés 7e. Et là, cette année, ils sont classés 2e. OK? Pour moi, l'EDEC n'a jamais été 7e. Voilà. Et pour moi aussi, Schema n'est pas devant le M Lyon en termes de BBA. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent dans le classement. Ils le font à partir de plein de critères, etc. Mais au fond, ça change pas le prestige des écoles et des programmes ne changent pas selon d'une année sur l'autre tant que ça. OK? Donc voilà, les classements, ça vous donne un bon indicateur du niveau d'une école, mais c'est pas une vérité absolue. Et il faut faire attention aussi, quand vous faites le programme BBA, vous ne faites pas le programme grande école. OK? C'est pour ça que je vous ai dit, le bachelor de l'ESCP, il n'est pas top. Le SCP, en fait, c'est génial en programme grande école. OK? Le bachelor de l'ESCP tout à l'heure, je vous ai dit, c'est pas le programme grande école, ça n'a rien à voir. OK? Il se trouve que à l'ESSEC, le BBA est excellent. Voilà. C'est vraiment excellent. Les débouchés sont très 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 bons. Les salaires à la sortie sont bons. Les opportunités professionnelles sont très bonnes et à l'international aussi. Et donc c'est un excellent, c'est un excellent BBA. Mais après, le programme grande école n'est pas une garantie que les autres programmes vont être top. Audencia, ils ont un bachelor aussi. Ne me comparez pas le bachelor d'Audencia à l'IESEG ou, ou à l'EM Normandie ou à l'EM Lyon. Ok? Voilà, c'est juste pas comparable en termes de niveau, hein. Et je dis ça parce qu'il y a un vrai écart. Maintenant, on va rentrer donc du coup dans les épreuves écrites. Je vois, il y a un petit commentaire, je regarde. Voilà, c'est une question. Je répondrai à la question du coup à la fin de la conférence. C'est parfait. Du coup, on va maintenant rentrer dans les épreuves écrites. Donc pour les concours Access et Sésame, vous allez avoir de l'anglais. Et à Sésame, vous allez aussi avoir une deuxième langue. La deuxième langue, vous avez le choix parmi 10 langues. Nous, avec la prépa d'ailleurs, donc avec Prépa Campus, dont je suis le directeur, c'est la LV2 de César, c'est la seule matière qu'on ne prépare pas avec les étudiants, parce que souvent c'est un petit coefficient, et parce que surtout il y a 10 langues différentes. Donc, il y en a qui font de l'anglais, de l'allemand, etc., de l'hébreu, de l'arabe, du chinois. Nous, on travaille sur des cours à 2 3 étudiants, on ne fait pas de groupe pour chacune des langues. Ok. Mais par contre, on travaille évidemment l'anglais avec les étudiants, qui est très important. Pour le concours Access et pour le concours Sésame, c'est à peu près le même programme en anglais. OK? La vraie différence, ça va être le format
entre Access et Sésame. Et le format du concours Access est très très violent, je dirais. Parce que vous avez 50 questions avec 4 propositions en format vrai ou faux. Donc là, vous avez vu, je vous ai mis un exemple de question avec A, B, C, D. Pour A, B, C et D, il faut dire si c'est vrai ou si c'est faux, si la phrase est juste ou si elle est fausse. C'est vraiment du vocabulaire de la grammaire. Ok. Vous allez avoir de la concordance des temps aussi, les verbes irréguliers à connaître, les mots de, les mots de, pardon, les pronoms, les quantificateurs, les faux amis, ça va être ça. Et ça, c'est la même chose pour Access pour Sésame d'ailleurs. Ok. Donc, pour les deux, vous allez avoir donc le même programme. Par contre, voilà, pour Access, vous avez 50 questions et 4 propositions, plus 25 questions en QCM. On va faire en 1 heure. C'est extrêmement long. Ça veut dire que vous n'avez pas le temps de réfléchir. Et si vous allez au bout de l'épreuve, c'est très bien. OK. Et donc, vous ne pouvez pas revenir en arrière sur des questions pour le concours Access. C'est-à-dire que vous les faites défiler et vous devez bombarder. Sachant qu'en plus, sur les 50 questions avec 4 propositions, il y a 10 questions. C'est des questions d'analyse, enfin, c'est des questions, pardon, de compréhension de texte, qu'on retrouve beaucoup moins au concours Sésame pour le coup. C'est ça la vraie différence entre les concours, c'est que vous avez de la compréhension de texte à Access. Vous allez avoir un texte avec 5 questions et 4 propositions, et un deuxième texte avec 5 questions et 4 propositions. Les textes font à peu près une bonne page. OK? Et donc, du coup, ça c'est pour Access. La difficulté, ça va être la gestion du temps. Le programme, c'est quasiment le même pour Sésame, avec un peu de compréhension et de compréhension de texte en plus. À Sésame, vous avez un tout petit peu de compréhension de texte avec des petits paragraphes. Vous allez avoir 40 questions à faire en 30 minutes au format QCM. ABCD, il y a une seule bonne réponse. C'est beaucoup plus, disons, enfin, en termes de vitesse, c'est beaucoup moins violent, hein, de ce point de vue-là. Vous allez avoir, du coup, pareil, ce que je vous ai dit, grammaire, faux amis, etc., verbes irréguliers et tout. Mais vous aurez aussi un petit peu, quelques questions, pas beaucoup, sur un peu les actualités liées au monde anglo-saxon. Ok. Ça, vous ne le retrouvez pas dans le concours Access pour le coup. Donc, on peut vous demander qui est le Premier ministre en Angleterre, etc. Je sais, par exemple, au Fort Royaume-Uni, ce genre de choses-là. Ok? Angleterre. Ok. Du coup, ensuite, vous avez les épreuves écrites. Dans les épreuves écrites, vous avez là aussi la synthèse de documents. Ça, c'est pour le concours Access. Et pour le concours Sésame, vous avez l'analyse documentaire. Je vous ai un peu réuni les deux ensemble. Franchement, c'est très différent, mais il y a un point commun entre les deux quand même. En fait, pour les deux concours, vous allez avoir un corpus de documents qui va être sur un thème en particulier. Donc, imaginons que le thème, c'est l'intelligence artificielle. Au concours Access, vous allez avoir 12 documents en général. Ok, ça peut être un peu plus, mais un peu moins. En réalité, c'est 12 documents en général. Sur les 12 documents, même en général, vous allez avoir 11 textes et une image, une illustration, une pub, une caricature, voilà. Ok. Une photo, ça peut être aussi. Et vous allez avoir les documents. Donc là, c'est vraiment un exemple de document. Et vous n'allez pas avoir de questions. Ce qu'il faudra faire, c'est rédiger une synthèse de 350 mots, plus ou moins 10%. Donc ça fait entre 315 et 385 mots. Et vous allez avoir d'autres consignes. Les consignes, ça va être aucune connaissance personnelle. Donc du coup, on n'utilise que ce qu'il y a dans les documents. Interdit de citer les documents. On ne peut pas dire comme il a été dit dans le document 7. Ok. Par contre, il faudra toujours reprendre des exemples qui ont été donnés dans les documents. Et donc, à chaque fois, pour chaque idée, il faut un exemple. Et donc, la difficulté sur l'épreuve de synthèse du concours Accès, ça va être d'avoir une prise de notes efficace sur les documents, réussir à monter un plan qui va prendre le problème dans sa globalité et comprendre aussi qu'il y a une hiérarchie entre les documents avec des documents qui peuvent être plus importants que d'autres. Et ensuite, il y a une partie rédactionnelle. OK? Tout ça avec une gestion du temps, 3 heures, c'est plutôt large pour faire ça, moi je trouve. C'est, comment dire, si on est bien organisé, qu'on a une bonne méthodologie, ça se fait sans problème en 3 heures. 350 mots, c'est une page manuscrite. Ça veut dire que par contre, il faut aussi faire du coup un vrai effort de synthèse et être capable d'être très efficace dans la rédaction. Et on ne fait pas des grandes tournures et des grandes formules quand on doit être dans l'efficacité. Voilà. Pour le concours César, vous allez avoir encore plus de documents qui va être beaucoup plus grand, qui peut faire dans les 40 pages à peu près. Voilà. Vous avez que 2 heures, ce qui est très court, et vous devez répondre à 20 questions, ok? Mais qui sont au format QCM. Vous avez des questions de repérage. Les questions de repérage, c'est plus facile, ça vaut 3-4 points. Ça vaut 4 points d'habitude. C'est, vous allez avoir 6 questions et vous devez en fait juste trouver une information dans les documents. Vous ne pouvez pas utiliser les raccourcis de votre ordinateur, hein. Je rappelle, les concours, ils se font en ligne, hein. Quand même, je précise, vous les faites chez vous.
Et donc, du coup, quand vous faites l'analyse documentaire du concours Sésame, vous avez du coup, pendant que vous faites, vous n'avez pas de brouillon hein, déjà, hein, je tiens à vous dire, vous n'avez pas de brouillon. Et quand vous faites la lecture de vos textes, il faut être capable de répondre aux questions en même temps, au moins pour les questions de repérage, qui ne valent pas beaucoup de points, mais qui sont très faciles. Exemple de question. Combien de startups Apple a racheté en 2023 liées à l'intelligence artificielle? Et dans un des documents, on va vous dire Apple a racheté 19 startups en 2023 d'intelligence artificielle. Ou alors il y a un graphe qui vous le dira. OK? Donc vous trouvez directement la réponse à la question dans le corpus. Ensuite, vous avez les questions d'analyse. Les questions d'analyse, c'est une question où il y a en général entre 4 et 6 propositions, souvent 5, mais c'est entre 4 et 6 en réalité. Ça vaut 9 points, donc c'est beaucoup plus important. Il y a 6 questions aussi. Et c'est beaucoup plus technique. Sur les 6 questions, en fait, pour chaque question, vous allez avoir une ou plusieurs réponses de juste. OK? Donc, imaginez, il y a 3 bonnes réponses. Ça veut dire que les réponses, déjà, elles peuvent se trouver dans plusieurs documents. OK? Ou dans un seul document. Ça veut dire aussi que si vous avez qu'une partie des bonnes réponses, vous avez qu'une partie des points. Donc, si vous mettez les 3 bonnes réponses, tous les points. Les 2 bonnes réponses sur 3, vous avez 2 tiers des points. S'il y a 3 bonnes réponses, hein. Une bonne réponse, un tiers. Mais si vous mettez par exemple les 3 bonnes réponses et une mauvaise réponse, dès que vous avez mis une mauvaise réponse, vous avez zéro. OK? Donc d'un point de vue stratégie, il faut faire attention à être capable de se dire si on a un doute, en fait, on ne prend pas le risque. Parce qu'il vaut mieux avoir 2 tiers des points que zéro. Voilà. Ou alors tous les points si jamais ce n'était pas la bonne réponse. Ça faisait pas partie des bonnes réponses. Donc du coup, voilà, ça c'est important. Donc il peut y avoir une bonne réponse, deux bonnes réponses, trois bonnes réponses, quatre bonnes réponses. OK? J'ai jamais vu 5. Euh, et c'est beaucoup plus technique, les questions d'analyse, c'est beaucoup plus dans la finesse. Ça veut dire que parfois, en fait, ça va être une question de nuance. Une réponse, elle aura l'air juste, mais en fait, vous voyez que en fait, elle extrapole un peu ce qui a été dit dans des textes. Donc du coup, c'est faux. OK? Par contre, vous pouvez avoir des réponses partielles, et comme il y a plusieurs bonnes réponses, bah, plusieurs réponses partielles, ça fait une réponse complète. OK? Voilà. Et enfin, la dernière partie que vous allez avoir, c'est les questions de synthèse. Vous allez avoir 8 questions, ça vaut le reste de points, c'est-à-dire 7 points, si je dis pas de bêtises. C'est moi le prof de maths, donc ça fait bien 7 points. Si j'arrive pas à faire ce calcul de tête, c'est grave. Euh, du coup, voilà, donc c'est 4 points, 9 points, 7 points. Et donc 7 points pour les questions de synthèse. Pour les questions de synthèse, une synthèse a déjà été rédigée pour vous. Et en fait, vous devez répondre en choisissant la bonne problématique, le bon titre au parti, en remplaçant les trous qu'il y a dans la synthèse. Et en fait, tout va être une question de nuance, encore une fois. On va vous proposer, par exemple, 4 problématiques. Il y en a une, elle va peut-être être aucun rapport. Enfin, disons que, en fait, elle va montrer que si vous la choisissez, c'est que vous avez rien compris. Il y en a une, elle va peut-être être partielle. OK? La problématique, elle va être bien, mais elle va pas prendre tous les aspects du problème. Une, elle va être bien calibrée et une, elle va peut-être en dire trop. OK? Elle va peut-être aller plus loin que les documents. Donc, la bonne, ça sera celle qui sera bien calibrée. OK? Question de nuance, encore une fois. Et donc, parfois, il y a des réponses, elles vont être justes, mais c'est juste que en fait, vous pouvez proposer une meilleure réponse. Et donc, du coup, bah, en fait, il faut choisir la meilleure réponse parmi les quatre. C'est pas, il n'y a pas plusieurs bonnes réponses dans une question de synthèse, il y a une seule bonne réponse. Et la bonne réponse, c'est la meilleure réponse parmi toutes les réponses proposées. OK, c'est très court, hein, 2 heures pour l'analyse documentaire. Et donc, du coup, il faut être vraiment, avoir une méthodologie hyper au carré pour être vraiment efficace. Et là, vous avez la possibilité d'avoir vraiment des excellentes notes. Tous les ans, on a des gens qui ont 20 sur la synthèse de documents Access et sur l'analyse documentaire Sésame. Tous les ans. OK? Et c'est ceux qui sont le plus méthodiques. Et donc, mais c'est faisable, hein. Vraiment, c'est faisable. Après, il y a la partie raisonnement, du coup. Donc, c'est raisonnement logique et mathématique pour le concours Access. C'est l'épreuve la plus importante pour accéder à l'IESEG ou à l'ESCA. C'est 45% de la note des épreuves écrites. Je suis le prof principal de mathématiques au sein de la prépa. OK. Donc, moi, c'est, comment dire, je suis le contact de tous les étudiants. Je suis la personne aussi qui suit les étudiants. Je suis le contact des parents aussi. Mais je suis aussi leur prof de mathématiques, de raisonnement logique et mathématiques pour Access et de maths pour Sésame. En tout cas, sur les cours hebdomadaires qu'on propose. Et c'est la partie que je pense que j'aime le plus dans mon travail. Et donc, c'est un lien qui me permet enfin, ça me permet déjà de garder un lien avec tous les étudiants de la prépa. Et ça me permet aussi, en fait, de vraiment passer le concours avec eux. OK? Pour accéder pour Sésame. Euh, donc, la partie raisonnement logique et mathématique, elle dure 2 heures au concours Access. Et c'est là où je dois vous parler de quelque chose de très important. Si vous ne faites pas maths complémentaire ou spé mathématiques en terminale, c'est très compliqué de passer le concours Access à cause de la partie raisonnement logique et mathématique.
C'est pas impossible, mais c'est compliqué. OK? Pour Sésame, ça pose aucun problème. Tous les ans, il y a des étudiants en STMG que j'accompagne qui souhaitent passer le concours Sésame, Access, pardon, ou des étudiants qui ont arrêté les maths en terminale, qui souhaitent passer le concours Access. Je les accompagne, il n'y a pas de problème, mais ça a deux conditions. La première condition, c'est de s'inscrire assez tôt dans l'année. Donc là, on est un peu à la limite, c'est-à-dire que là, je prends les inscriptions encore pendant une semaine pour les STMG, ceux qui ont arrêté les maths, mais c'est la dernière semaine. Après, c'est trop tard parce que, en fait, il faut me laisser le temps de faire le programme avec les étudiants et ça me demande du travail supplémentaire pour moi, en plus à faire avec les étudiants. Je le fais avec grand plaisir, mais il faut que j'ai le temps de le faire. OK? Et enfin, la deuxième chose que je demande, c'est d'être bon en maths si vous êtes en STMG déjà. Donc, être bon dans les maths de STMG, pas vous êtes à 8, sinon ça je prends pas, c'est pas possible. Enfin, c'est que voilà, on a trop de chances de se manger un mur. Et sinon, c'est pardon, d'être capable de venir plus régulièrement que les autres en cours. Donc, je les prends que en format co-hebdomadaire parce que j'ai besoin d'avoir du suivi avec ces étudiants-là. Et j'ai besoin que vous veniez minimum 2 heures par semaine en cours, si ce n'est 3 heures. OK? Donc vous verrez plus tard, je vous expliquerai comment sont organisés nos cours. Mais en fait, vous avez la possibilité en venant une seule fois par semaine en cours, normalement, vous faites tout le programme. Bah, pour quelqu'un qui est en STMG, par exemple, il faut qu'il vienne 2 fois ou 3 fois dans la semaine en cours. Comme ça, il fait plusieurs fois le programme. Comme ça, il a le temps de poser ses questions. Comme ça, il a le temps de maturer les différents chapitres et il a le temps de progresser. Et en dehors des cours, quand il y a des choses que vous ne comprenez pas, je vous prends en individuel pour vous expliquer ce que vous n'avez pas compris. Donc, je reste vraiment à votre disposition et je ne vous fais pas payer. C'est gratuit. Ça fait partie de l'accompagnement. OK? À partir du moment où vous partez au concours avec moi, ce qui va compter, c'est le résultat derrière. Et donc, du coup, si je ne peux pas avoir de résultat avec vous parce que vous ne pouvez pas y mettre le temps consacré nécessaire, parce que vous partez de trop loin, bah, du coup, on le fait pas. Mais si on le fait bien. OK? Donc on fait à fond et c'est important, voilà, pour un étudiant et qui est en STMG, par exemple, ou qui a arrêté les mathématiques en terminale, c'est important, de prendre ce temps-là et d'avoir cette motivation-là. Au début, ça va vous paraître vraiment dur et petit à petit, on va démystifier le truc, vous allez progresser à la fin, vous serez bon. Là, je garde contact avec les anciens étudiants, des autres années, pas tous, hein, évidemment, mais avec quelques-uns parce que je vous suis toute l'année et qu'en fait, bah, on devient proche, hein, au bout d'un moment. Et j'ai un ancien étudiant là qui est à l'IESEG, qui vient de STMG, qui est à l'IESEG. J'ai mangé avec lui la semaine dernière et il a eu 16 au concours accès en maths. OK? Alors, en venant de STMG. Et donc, du coup, il a été super fier. Il a beaucoup travaillé, mais en fait, il est devenu très très bon et du coup, il a tout eu. OK? Donc, c'est faisable, mais il ne faut pas démarrer trop tard. OK? Là, ça devient. Là, c'est encore faisable, mais après, ça fait un peu tard. OK, vous avez trois parties pour la partie raisonnement logique et mathématique. Une partie logique. Raisonnement logique pur, OK. C'est 5 questions avec 4 propositions vraies faux à chaque fois. Pour la partie raisonnement logique pur, vous allez utiliser des outils mathématiques comme, la mise en équation de problème. Vous allez peut-être même créer des petites fonctions parfois pour résoudre des problèmes. Mais sinon, il y aura aussi beaucoup de travail où il va falloir être capable, d'ordonner des données et de les traiter, OK? Ça ressemble pas aux maths de terminale. Vous allez même utiliser on va utiliser des outils en cours. Je vais vous apprendre des outils qui sont pas vraiment programmes de lycée, mais qui vous aident à résoudre facilement des problèmes qui sont très complexes sans ça. Donc, par exemple, on va faire des logigrammes, on va faire, par exemple, aussi des diagrammes de veines. Donc là, par exemple, je vous ai mis un exemple de question. Vous pourrez lire chez vous, je vous enverrai les slides, hein, de toute façon demain. Essayez de le faire. OK, normalement, vous avez 8 minutes pour le faire, le jour du concours. Essayez de le faire et vous allez sûrement trouver ça très dur. Avec un diagramme de veine, ça se fait assez facilement. Ça met 6 minutes et ça se fait assez facilement et tout le monde a juste à la fin. OK? Et ça tombe quasiment tous les ans, les diagrammes de veine, allez, 2 années sur 3. Et à chaque fois, bah, 90 des étudiants, ils n'arrivent pas à les faire et moi, tous mes étudiants, ils ont les points sur cette partie-là. Ensuite, vous avez une partie mathématique. La partie maths, elle ressemble vraiment aux maths, de maths complémentaires en termes de programme. Il y a juste pas les suites au concours Access. Par contre, les calculs sont beaucoup plus poussés qu'au lycée. OK? Mais vous n'avez pas de rédaction. Voilà. Donc le fait de préparer les maths d'accès, ça va vraiment vous aider pour le lycée, c'est clairement. OK? Et enfin, vous avez la dernière partie problème, c'est une partie que j'adore, je le dis toujours que j'adore ça. En fait, c'est hyper intéressant ce qu'ils font dans les problèmes, je trouve. C'est qu'en fait, bon, vous allez utiliser des outils mathématiques de terminale et de première, mais en fait, surtout, ils vont vous présenter un nouvel outil mathématique qui sera, par exemple, soit un outil mathématique, soit un outil financier, soit un outil économique. OK?
On va vous expliquer cet outil-là. Par exemple, on va vous dire, je ne sais pas moi, comment on fait l'évaluation de la valeur d'une entreprise, ok, en calculant une vanne, qui est un outil financier en fait que vous allez vraiment apprendre à l'école, hein, en école de commerce. Sauf qu'en fait, ils vont vous expliquer comment fonctionne la vanne, comment on peut faire des calculs assez simplifiés de vannes, et ensuite, ça sera à vous de le faire dans l'exercice et d'interpréter les résultats. Donc ça veut dire qu'il faut être capable sur le moment de comprendre une nouvelle chose qu'on vous explique et de le réappliquer et de l'interpréter. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne vous demande pas vraiment en terminale. Et donc, du coup, bah, pour s'entraîner à ça, nous, ce qu'on fait, c'est pas, on n'essaie pas de deviner ce qui va tomber. En fait, on s'entraîne à avoir cette démarche intellectuelle qui est d'appliquer enfin, une notion qu'on aura appris sur le moment. OK? Et ça se travaille. C'est une petite gymnastique intellectuelle qui est nouvelle pour beaucoup d'étudiants. Mais en fait, très vite, on progresse et c'est super cool. Les questions du problème, elles peuvent être liées les unes aux autres aussi. Donc, il faut faire attention. Parfois, le fait d'échouer à une question sur un problème, ça peut vous bloquer à la question suivante. Toutes les questions ne sont pas reliées entre elles pour autant dans le problème. Voilà. Donc, ça, c'était pour les maths d'Access et c'est un gros morceau du concours. Pour le concours Sésame, dans la partie raisonnement, j'ai regroupé trois matières, maths, français, compétences digitales. Je les ai regroupées pour deux raisons. La première raison, c'est qu'avant, c'était vraiment ensemble. Dans la partie raisonnement et compétences, maintenant, ça a changé depuis 2 ans. Et compétences digitales, d'ailleurs, c'était logique générale, bref. Mais la deuxième raison, en fait, c'est que c'est les cours qu'on fait aussi en cours hebdomadaire pour Sésame. OK? Maths, français, compétences digitales. En maths, c'est moi le prof, vous avez 20 questions à faire en 40 minutes, format QCM. Je vous donne un exemple de question. Ça ne ressemble pas du tout au lycée, hein, à ce que vous faites au lycée. Et donc, du coup, le fait d'avoir fait STMG ou d'avoir arrêté les maths en terminale, c'est pas un problème. Je vous donne un exemple de question. Fatih va à l'école, elle y va en bus et rentre en voiture. La vitesse moyenne du bus sur son trajet, pardon, aller 25 km/h, au retour, elle roule à 100 km/h. Quelle est sa vitesse moyenne sur le trajet aller-retour? 80% des étudiants, si ce n'est pas 90%, ils vont vous répondre 62,5. Ils vont faire 25 plus 100 divisé par 2. Ça fait 125 divisé par 2, 62,5 km/h. C'est pas la bonne réponse. En fait, je vous donne un exemple de technique, hein, qu'on peut travailler en cours. Vous allez voir que bah, il y a une formule qui vous permet de calculer ça, mais même intellectuellement, on peut comprendre. Si le trajet il fait 100 km pour aller à l'école, à l'aller, vous mettrez 4 heures, parce que vous allez à 25 km/h. Au retour, vous mettrez 1 heure. OK? Donc, vous aurez mis 4 heures à l'aller pour faire 100 km, 1 heure au retour pour faire 100 km. En tout, vous avez fait 200 km en 5 heures. 100 à l'aller, 100 au retour. 200 en 4 heures plus 1 heure, 5 heures. Donc, 200 divisé par 5, en fait, votre vitesse moyenne, c'était 40 km/h. Et oui, il faut faire 1 heure à 25 km/h et 1 heure à 100 km/h pour avoir une vitesse moyenne à 62,5. Sauf que comme c'est un trajet aller-retour, quand vous allez doucement, vous mettez plus de temps. Et donc, du coup, ça va baisser votre vitesse moyenne. Voilà, c'est un exemple d'outil mathématique. Ça ressemble pas du tout à Terminal, comme vous voyez. C'est juste un petit problème. Les étudiants, ils adorent travailler sur ça parce que c'est hyper satisfaisant intellectuellement. Parce que, en fait, on résout des mini-problèmes tout le temps. Et en fait, on se sent intelligent quand on trouve la bonne réponse. Et c'est assez gratifiant. Donc, les étudiants, ils adorent en faire. OK? Pour le français, vous avez 40 questions à faire en 30 minutes. C'est des questions, beaucoup de grammaire, orthographe. euh, Vous allez avoir, ouais, c'est surtout ça, hein, grammaire, orthographe, conjugaison. Et vous allez avoir aussi des questions de littérature et sur les figures de style, sur les figures de style courant littéraire auteur. OK? Et enfin, les compétences digitales, 20 questions à faire en 20 minutes. Ça ressemblait à ce que vous faites pour la certification PIX au lycée. Il y aura des petites questions d'algorithmie, mais pas méchantes, hein, vous inquiétez pas, on ne vous demande pas de savoir coder, mais il faut comprendre comment fonctionne un algorithme. Et après, vous aurez des questions sur la sécurité des données, sur les différents outils numériques que vous pouvez utiliser, savoir utiliser aussi des formules dans des tableurs, par exemple, savoir créer un index sur des outils de texte, hein, comme Word, par exemple. Vous allez aussi avoir comprendre votre environnement numérique aussi. Enfin, voilà, c'est assez large et c'est hyper intéressant. Et en vrai, c'est vrai que c'est des bases importantes pour dans la vie même de tous les jours. Et quand on travaille, c'est important d'avoir ces bases-là et de savoir aussi pourquoi c'est important d'avoir un antivirus. Ça vous protège de quoi? C'est quoi les différentes menaces? Comment on essaie de vous piéger? Euh, voilà, comment fonctionne un petit algorithme? Comment on utilise des formules? C'est des choses utiles en fait, hein. OK? Et, euh, et donc, du coup, ça ressemble à ce que vous faites au lycée pour Pix. Et enfin, dernière épreuve, c'est au concours Sésame, vous avez les enjeux contemporains, c'est 30 minutes, 40 questions en 30 minutes, c'est sur les actualités des 10 mois avant le concours. Ça, pour le préparer, en fait, on fait des cours entre janvier et mars les dimanches, enfin les week-ends, on propose des cours.
où en fait, on va vraiment revoir, comment dire, thème par thème, toutes les actualités. Et donc, du coup, et le dernier cours, on revoit tout ce qui a été vu depuis le début, entre janvier et mars aussi, qu'on a raté, quoi. Si par exemple, on a fait la partie, je sais pas moi, géopolitique en janvier et qu'il s'est passé des choses, ben, en mars, on va le revoir, fin mars. OK? Et à la fin, on voit vraiment tout ce qu'il y a pour le concours. Ça ne se travaille pas sous la forme de stage intensif, évidemment, les enjeux contemporains, parce qu'il faut aller jusqu'au concours. Et c'est des cours qui sont super intéressants en général. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est pas de faire apprendre aux étudiants des dates, des personnes, des noms de personnalités, etc. On essaie vraiment, par exemple, de leur expliquer une situation. Je sais pas, par exemple, si on doit parler de la Syrie et de ce qui se passe en ce moment en Syrie, le but, ça va être de comprendre euh, qui est Bachar el-Assad, depuis combien de temps il est au pouvoir, qui sont ses alliés, le fait qu'il soit, on va parler du fait voilà, qu'il y ait aussi des guerres un petit peu religieuses entre les chiites, les sunnites, qui sont les chiites, qui sont les sunnites, qui est HTC, qui est le dirigeant, d'où il vient, ce qu'il a fait avec Al-Qaïda, etc. Et donc en fait, le rôle de l'État islamique, et en fait on raconte ça comme une histoire, du coup c'est super intéressant, et les étudiants à la fin ils retiennent bah, les interactions qu'il peut y avoir entre les différentes parties. Et le fait bah, d'avoir cette approche-là, bah, déjà les étudiants ils adorent. Ça va permettre aussi de poser des questions et d'être curieux. Et surtout, bah, quand on pose des questions dessus, ensuite, ils savent répondre. OK? Et on leur donne aussi des fiches de révision pour que, bah, ils puissent être capables de réviser juste avant le concours en ayant des petites fiches. Et s'il y a des dates à apprendre, elles seront sur les fiches. On ne sera pas là, en fait, à les faire gratter pendant 1 heure et demie. Au contraire, on veut qu'ils soient concentrés et qu'ils participent au débat. Euh, donc ça, c'est un exemple de question, par exemple, d'enjeux contemporains. Là, la question, c'était une question d'il y a 2 ans. Qu'est-ce qu'une licorne en économie? C'était ça le truc à la fin. Et la réponse A, une entreprise valorisée à plus d'1 milliard de dollars, non cotée en bourse, non filiale d'un grand groupe. Ok, donc je vous ai présenté les différentes matières des concours et maintenant je peux vous expliquer comment vous pouvez faire pour vous préparer seul au concours. Ok, la première chose que vous pouvez faire, c'est télécharger l'application Concours Sésame 2025. Ça coûte 100 euros, mais à partir du moment où vous vous inscrivez pour de vrai au concours, on déduit les 100 euros de l'inscription. Donc au final, c'est gratuit quoi, si vous inscrivez au concours Sésame. Donc vous n'avez pas besoin d'être en janvier et l'ouverture de Parcoursup pour déjà télécharger l'application si vous le souhaitez. Elle est bien, cette application. Elle est bien faite. Les explications sont bien faites. Le seul problème, c'est qu'il y a très peu de questions. Et qu'en fait, vous allez voir, si vous faites un sujet de maths, vous faites 10 questions. OK? Et ensuite, si vous en faites un deuxième derrière, sur les 10 questions que vous allez avoir, il y en aura 3 ou 4 que vous avez déjà fait au sujet d'avant. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions. OK? Mais par contre, c'est des questions qui sont quand même pas mal tirées des annales. Elles sont faites par les concepteurs des sujets. Et donc, ça ressemble vraiment à ce qui tombe en vrai. OK? En réalité, je mets même un petit bémol. Ils ont changé de programme en maths l'année dernière. Et les questions qu'ils avaient mis sur l'application l'année dernière étaient plus faciles que ce qu'il y avait au concours. Nous, on anticipe, on fait toujours un peu plus dur que ce qui tombe. Et donc, au final, on a cartonné sur le concours en maths, il n'y a pas eu de problème. Mais je l'ai trouvé légère, les questions de l'application, alors que les questions des annales, enfin les questions qui sont tombées le jour J, étaient plus dures. Mais ça, on s'y attendait. OK? Pour le site Access, ils ont essayé de faire, pour Access, pardon, ils ont essayé de faire une application, ils n'ont pas réussi. Depuis plusieurs années, ils ont lâché l'affaire. Et donc, du coup, en fait, ce qu'ils ont fait, et c'est déjà très bien, c'est qu'ils ont mis des annales en ligne sur lesquelles vous pouvez vous entraîner. Le seul problème, c'est que la correction des annales en ligne, elle n'est pas détaillée. OK? Ce qui veut dire que, excusez-moi, hein, ce qui veut dire qu'en fait, enfin, en fait, ce que je vous invite à faire, voilà, si vous regardez le concours Access, c'est là où vous allez comprendre si vous avez besoin d'aide ou pas. Essayez de faire un sujet. Essayez de faire un sujet de maths, par exemple. OK? Celui de l'année dernière. Soit vous trouvez ça OK, facile, parfait. J'en doute, mais bon, parfait. Soit vous trouvez ça très difficile et vous dites, ah, peut-être que bah, ça serait pas mal de se préparer au concours. OK? Et, Et donc, du coup, vous avez vraiment accès aux annales. Et en fait, les annales, voilà, mon conseil, c'est faites-les quand vous êtes déjà bien prêt, quand vous êtes déjà bien travaillé. C'est en fin de préparation qu'on fait les annales, pas en début, normalement. OK? Par contre, c'est bien de l'en faire une en début, si vous voulez, pour voir à quoi ressemble le concours et voir quelles sont les attentes. Comme ça, si vous hésitez à vous préparer pour le concours, notamment avec un organisme comme Prépa Campus, ouais, avec moi en particulier, bah, vous regardez et après, vous voyez si vous voulez vous entraîner avec nous ou pas. Voilà. Il y a des livres qui peuvent vous aider, le grand manuel du concours Sésame, le grand manuel du concours Access, je pense que c'est le meilleur livre. Il y a aussi la Bible hein, du concours Access Sésame. Seul problème, c'est que c'est pas du tout à jour en termes de programme et en termes d'exercice. Moi, je trouve, c'est les mêmes exercices depuis 10 ans, les concours, ils ont hyper évolué. OK? Et parfois, ils mettent juste des exercices des annales, mais c'est bien parce que ça vous fait une correction détaillée quand même dans le livre. Et parfois, il y a des parties courtes aussi dans le livre qui peuvent être intéressantes. Donc, ça sert pas à rien. Ça peut être un entraînement complémentaire quand vous faites pas de prépa.
Mais sachez que vous allez faire quand même pas mal de choses qui vont être à côté du vrai concours, mais des choses qui vont vous servir aussi. Sinon, vous pouvez aussi vous entraîner en suivant des comptes Instagram, hein. Il y a BBC Learning English, j'aime bien pour l'anglais. Pour les actus, Hugo Décrypte, c'est très bien, pour les enjeux contemporains notamment. Il y a L'heure du monde aussi, le podcast qui est bien pour, pour suivre les actualités. Sinon, pour la partie raisonnement, il y a plein d'astuces sur l'Insta de Prépa Campus. Comment dire? Je suis le directeur de la prépa, et donc du coup, c'est moi qui décide, entre guillemets, de là où va mon énergie. Sincèrement, les réseaux sociaux, c'est quelque chose que j'apprécie pas particulièrement, bien que ce soit utilisé beaucoup par les élèves. Et donc, j'ai créé beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux il y a l'année dernière, il y a 2 ans d'ailleurs. L'année dernière, il y a 2 ans. J'ai arrêté d'en poster parce que ça prend du temps et qu'en fait, bah, j'ai des choses plus importantes à faire avec les étudiants. Et c'est pas, et j'ai pas envie non plus de le déléguer à des personnes qui sont pas spécialistes des concours. Donc, du coup, voilà, il y a plein d'exercices et plein d'astuces que vous pouvez déjà trouver en ligne. C'est juste que j'en pose pas récemment, j'en pose plus beaucoup de nouvelles. Mais il y a beaucoup de choses à faire déjà. Et sinon, il y a Ed Academy aussi. Euh, euh, c'est plutôt une chaîne YouTube plutôt qu'un compte Insta. Et c'est des profs de maths qui font ça. Franchement, ils expliquent les choses bien. Et il y a des choses qui peuvent vous être utiles pour le concours ou même pour la terminale en général. Donc, vous pouvez regarder aussi Ed Academy. Un peu la concurrence, hein, mais enfin, entre guillemets, c'est pas vraiment la concurrence. Mais bon, ils font ça bien, ils travaillent bien. Moi, j'adore ce qu'ils font. Leur contenu, je trouve, il est vraiment bien fait. Et le prof de Ed Academy, ces deux frères, les profs, ils sont super sympas et ils expliquent bien. Ils sont pédagogues. Et donc, c'est le plus important. Et du coup, en fait, sinon, pour les étudiants de la prépa, nous, en fait, on vous donne accès aussi à notre plateforme Access Sésame, où vous allez avoir des vidéos de cours sur chacun des sujets, sur chacune des matières et sur chacun des sujets. Donc, typiquement, par exemple, en mathématiques, ce que vous aurez, c'est que vous avez le programme qui a été divisé, je vous donne par exemple pour Sésame, en 8 ou 10 chapitres. Ok, disons que c'est 8 chapitres. Il y a 8 9 chapitres. Sur les 8 9 chapitres, il y a une vidéo de cours qui vous explique tout ce que vous devez savoir pour le chapitre. Et vous avez 2, 3, 4 fiches d'exercice avec 10 questions et avec une correction vidéo et une correction PDF. Comme ça, vous pouvez vous entraîner sur les thèmes sur lesquels vous avez des difficultés. Et évidemment, on a aussi des sujets complets avec des corrections, pareil, vidéo, PDF. Et donc, du coup, ça vous aide à vous entraîner. Et les vidéos, elles sont chapitre par chapitre en plus. Donc, si vous voyez que sur le PDF, vous avez fois la question 2, 5 et 7, vous allez dans la vidéo, vous regardez la correction, mais juste, vous avez directement la question 2, 5 et 7. Ça sera marqué sur la vidéo. OK? Et donc, du coup, ça vous évite de tout regarder. Et là, vous pouvez comprendre ce que vous n'avez pas compris et avoir des explications. OK? Vous avez aussi des fiches de révision, évidemment, et des sujets complets pour toutes les matières. OK? Si jamais vous êtes inscrit à la prépa, vous avez automatiquement accès à la plateforme et honnêtement, vous n'avez pas vraiment besoin du reste, des autres moyens pour vous préparer. Il y a énormément d'exercices dessus, il y a tout ce qu'il faut pour s'entraîner. OK? La plateforme, le seul moyen d'avoir accès, enfin comment dire, le seul moyen d'avoir accès à la plateforme, c'est d'être inscrit à nos préparations. Le seul truc, c'est que pour les étudiants qui sont boursiers, on donne accès à la plateforme pour 300 € l'année si vous faites un concours, 400 pour les deux. En fait, pourquoi on fait ça? Je vous explique. C'est à peu près notre coût de revient, en gros, si vous voulez, les coûts qu'on a sur la plateforme. Et donc, du coup, vous allez avoir un très très net avantage à être préparé et de faire une prépa. Et surtout avec nous, on nous prépare hyper privilégié. Et nos formations, elles sont quand même pas données, vous le verrez. C'est pas, voilà, c'est quand même un petit budget. Euh, et ça me tient à cœur que bah, les gens qui ont moins de moyens ils puissent quand même se préparer. OK? Donc, comme on fait beaucoup de cours en petits comités, etc., on peut pas. En fait, on est même, pour être sincère, on est un peu plus cher que le marché. Mais parce qu'en fait, on n'est pas 30 parcours, on est 2 ou 3 parcours pour les stages intensifs. OK? Et donc, du coup, c'est pas du tout le même suivi. Ça nous permet d'avoir un suivi beaucoup plus proche des étudiants, etc. Et donc, en fait, pour donner quand même des bonnes chances aux étudiants voilà, d'être performants euh, au concours alors qu'ils n'ont pas les moyens de faire une prépa qui est chère, on leur donne accès voilà, à ce tarif minimum aux boursiers à la plateforme et vous aurez aussi accès, on vous donne accès à tous les replays des cours. OK? Donc les cours, en fait, quand on les fait en live, on les enregistre aussi pour les cours hebdomadaires et on vous donne aussi cet accès-là. Donc du coup, vous avez tout ce qu'il faut pour vous entraîner. Et voilà, c'est un peu un moyen de restaurer un peu d'équité quand même dans ce milieu où il n'y en a pas tant que ça, pour être tout à fait sincère. Autre chose, c'est que les boursiers ça arrive, il y a des boursiers qui me demandent est-ce qu'on peut faire des formations complètes, mais avoir un tarif sur ces formations-là? On ne fait jamais de tarif pour les préparations, sauf pour les boursiers. OK?
Donc, si vous êtes boursier, dites-le, vous envoyez les documents avec les preuves. En fait, vous aurez une ristourne. OK? En fait, on coupe toute notre marge pour vous, voilà, pour vous dire. OK? Du coup, on a deux types de préparation pour le concours Sésame, pour le concours Access et pour le concours Access, ou pour Access Sésame. La préparation option A avec des cours hebdomadaires et des stages intensifs, les deux. OK? Et l'option B, où on fait tout en stage intensif. Donc l'option A, ça s'appelle la formule régularité, que vous pourrez retrouver sur le site de Prépa Campus. Donc pour Sésame, je vous explique ça pour Sésame. Je vous laisse lire, hein, vous allez voir pour Access. Et sur le site de la Prépa Campus, vous trouvez tout de manière très très claire, détaillée, etc. Vous allez avoir, quoi qu'il arrive, quelle que soit la préparation que vous faites, stage d'anglais, 3 étudiants par cours pendant les vacances. Stage d'analyse documentaire, 3 étudiants par cours pendant les vacances. Module enjeu contemporain collectif entre janvier et mars. OK? Ça, c'est pour le concours Sésame. Et après, vous avez deux choix. Option numéro 1, vous faites des cours hebdomadaires. OK, les cours hebdomadaires ont commencé le 4 novembre. Donc, vous avez raté 5 semaines de cours. En fait, vous pouvez le rattraper. Pourquoi? Parce qu'il y a des cours du lundi au vendredi. Pour faire tout le programme, il faut venir une fois dans la semaine. OK? Mais on ne fait pas dans le programme dans le même ordre, le lundi, le mercredi, le vendredi. Ce qui fait que, typiquement, si vous venez tous les lundis à partir de maintenant, vous aurez raté les compétences digitales, par exemple, pour Sésame. Sauf que le mercredi et le jeudi, on a commencé par les mathématiques et les compétences digitales, on les fait après. Ce qui fait que si vous venez par exemple le lundi et le mercredi, bah, vous ferez tout le programme. Vous allez faire toutes les maths, tout le français le lundi. Et le jeudi, le mercredi ou le jeudi, vous ferez toutes les compétences digitales et vous referez peut-être des mathématiques. OK? Et ça vous fait des révisions. Et si vous voulez, vous pouvez même venir 3 fois dans la semaine. C'est le même prix. On vous donne accès à tous les cours. En fait, le cours du lundi et du mardi, c'est le même. Donc ça ne sert à rien de venir lundi et mardi. Mercredi et jeudi, c'est le même cours aussi. Donc, ça sert à rien de venir mercredi et jeudi. Et vendredi, c'est autre cours. Donc, typiquement, le lundi, on a commencé par les compétences digitales. Le mercredi, par le français, par les maths. Le vendredi, par le français au concours, pour le concours Sésame. Et ensuite, ça va changer. Là, une fois qu'on finit le français le vendredi, là, on vient de finir le français, on passe aux mathématiques ou aux compétences digitales. Et après, on fait les maths. OK? Et ainsi de suite. Et les autres jours, c'est dans l'autre sens. Et donc, quoi qu'il arrive, ça veut dire que vous pouvez faire tout le programme même en arrivant maintenant. OK? Mais par contre, il faut venir 2 heures par semaine. Et ça marche exactement pareil pour le concours Access, avec les cours hebdo de raisonnement logique et mathématiques. Si vous venez 2 fois par semaine, vous ferez tout le programme. OK? Et donc, du coup, c'est des cours d'1 heure, et c'est les soirs entre 18 h et 20 h 15. OK? C'est cours collectifs. Et donc, pour raisonnement logique et mathématiques, c'est moi le prof lundi, mercredi, vendredi. Euh, et pour les maths, c'est pareil. C'est moi le prof quand il y a des cours de maths pour ces hommes. OK? Et sinon, la deuxième option, c'est qu'au lieu de faire des cours hebdomadaires, vous faites tout sous la forme de stage intensif. Et donc, du coup, typiquement, les cours hebdo pour ces âmes, c'est maths, français, compétences digitales. Donc, du coup, vous avez un stage de mathématiques où vous êtes 2 parcours et un module de français compétences digitales où vous êtes 3 parcours. OK? Et donc, chaque module de stage, c'est 1 h 30 ou 2 heures de cours par jour sur une semaine. Et donc, du coup, bah, si vous faites par exemple le concours Sésame, vous pouvez tout mettre sur la même semaine, c'est 7 h 30 de cours par jour. C'est pas ce que je vous recommande, hein, sur une semaine. Ou alors, vous pouvez dire, je fais une moitié en décembre et une moitié en février. Et là, c'est du coup une demi-journée en décembre, une demi-journée en février, tous les jours pendant une semaine. OK? Et ça marche super bien. À ce stade-là, je pense que la meilleure préparation, c'est encore la moins chère, ce qui est celle avec les cours hebdo. Si vous vous inscrivez un peu plus tard dans l'année, vaut mieux faire sous forme de stage intensif. Pour accéder Sésame, si vous voulez faire tout sous la forme de stage intensif, il faut 2 semaines de cours. OK? Donc, il faut faire absolument sur 2 semaines. Sur une semaine, c'est trop court, il y a trop de choses à voir. Voilà, je précise. La différence entre Prépa Campus et les autres prépas, ça va être, bon, les petits effectifs, d'accord. Vous allez avoir accès aussi à la fameuse plateforme où il y a tout ce qu'il faut pour s'entraîner. Franchement, elle est hyper bien faite et ça fait une très, très grosse différence, évidemment. Tous les cours hebdo, ils sont enregistrés. Donc, si vous ratez un cours, même les cours que vous avez ratés par le passé, vous pouvez les récupérer aussi en replay si vous avez envie. OK? Donc, vous avez vraiment accès à tout. Et en fait, vous allez avoir aussi un suivi qui est complètement différent de tout ce qui se fait dans les autres prépas. Donc, ça va être moi votre contact principal déjà si vous avez des questions en tant que parent, en tant qu'étudiant, sur les écoles, sur les concours, etc. Sur les mathématiques, ça va être aussi auprès de moi. Et typiquement en maths, si vous ne comprenez pas quelque chose, je vous prends l'individuel, je vous réexplique. Personne ne fait ça. Et ça, je le fais gratuitement. Et je le fais parce que, un, j'invite que les étudiants réussissent et qu'ils ne se traînent pas des lacunes toute l'année parce qu'ils n'ont pas bien compris le cours sur les dérivés, en fait. Et deux, je le fais parce que j'ai envie que vous ayez les meilleurs résultats. Et et en fait, j'aime ça aussi. Voilà. J'aime ça, ça me permet aussi d'avoir des moments en individuel avec des étudiants. OK? Et c'est aussi comme ça bah, qu'on, en parlant avec les étudiants, en individuel notamment, c'est aussi comme ça qu'on améliore les cours, qu'on voit
ce qu'ils aiment moins, ce qui marche, ce qu'ils veulent, etc. Et donc, du coup, on fait ça tous les ans, c'est-à-dire de toujours demander quelles sont les petites améliorations qu'on peut faire. Il y a des choses, évidemment, on ne veut pas les changer parce qu'on sait que c'est notre structure, mais il y a des choses qu'on peut faire, comme par exemple, on nous demande, ça serait bien que vous nous envoyiez les exercices la veille des cours. Ça, on peut le faire. OK? Ça serait bien que les tableaux blancs, quand on fait les cours à distance, on fait participer les étudiants, c'est interactif. Il y a des enfin, on fait la correction sur un tableau. OK? Donc j'écris dessus, j'ai une tablette graphique, ça permet d'écrire, quand c'est moi le prof, hein, je vous parle, mais sinon c'est pareil pour les autres. Ça permet d'écrire, etc. Bah, on aimerait bien avoir le tableau blanc en plus, comme ça on a toute la correction aussi qui est sur la plateforme. Hop, on rajoute le tableau blanc sur la plateforme, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, c'est tous des petits trucs comme ça en fait qu'on fait qui améliorent le cours enfin, qui font qu'on améliore le cours. On est à l'écoute des élèves et on ne traite pas les élèves comme des étudiants comme au lycée. On est beaucoup plus proche de nos élèves et on s'appelle en dehors des cours, on a une relation plus personnelle. Ils ont notre numéro perso, ils nous appellent par nos prénoms, on se tutoie. Voilà, c'est ça la relation qu'on va avoir avec nos étudiants. C'est plus agréable pour eux et pour nous. Après les périodes de stage, on propose aux étudiants et aux parents de... Enfin, je propose aux étudiants et aux parents de m'appeler directement, enfin de prendre un rendez-vous avec moi. Les profs, ils me font un retour détaillé pour, pour chaque matière, sur votre enfant, sur vous, si vous êtes l'étudiant. Et moi, je vous dis comment ça s'est passé votre stage, si vous avez fait de bien, de moins bien, et aussi quels sont les points d'amélioration et comment vous pouvez continuer de vous entraîner après votre stage jusqu'au concours. Donc, si par exemple vous faites votre stage d'anglais en février, bah, il reste encore 2 mois avant le concours. Donc, je vais vous dire de manière ciblée, c'est quoi les points que vous pouvez améliorer. Je vais vous dire quels exercices faire sur la plateforme pour continuer de progresser, par exemple. OK? Et donc, du coup, le plus important, c'est nos résultats. Là, les avis Google que j'ai mis ici, c'est juste les derniers avis. OK? Vous avez écrit nouveau, 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 nouveau. C'est ce que j'ai mis en fait au moment où j'ai fait la slide. OK? Maintenant, il y a eu quelques nouveaux avis en plus, mais je ne les ai pas triés. J'ai juste pris les derniers avis. OK? Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'écrire Prépa Campus sur Google, d'aller voir les avis, et vous verrez que les étudiants et les parents sont hyper contents du travail qu'ils font avec nous. L'année dernière, en termes de résultats, pour tous ceux qui ont fait la formule régularité, 100% de réussite dans leur choix top 3 pour le concours Sésame. 100% pareil pour le concours Access, avec 50% des étudiants qui ont été pris à l'IESEG. OK. Pour full stage, 100% de réussite, top 3 Sésame. Pour Access, 97% de réussite au concours. OK, en full stage. Euh, et c'est admissible au remboursé. Si vous préparez le concours Access avec nous, vous êtes admissible nulle part. On vous rembourse l'intégralité de la prestation. Je préfère, enfin pour les options A et B, hein, pour les deux options. Il faut juste venir en cours une fois par semaine si vous faites le concours Access et faire les stages. Sinon, il faut venir à votre stage si vous faites full stage. En fait, je préfère rembourser un étudiant, enfin des parents ou un étudiant, plutôt qu'avoir un étudiant qui va être insatisfait. L'année dernière, on a remboursé 0 étudiant. On a eu des résultats exceptionnels. Mais je préfère vous rembourser plutôt que vous dire, voilà, si on perd ensemble. OK? Et on perd. Normalement, il ne faut pas perdre. Voilà. OK? Les préparations aux euros, ça vient en plus et ça vient après. Voilà. Donc, bah, on va s'arrêter là pour la présentation. Je vais répondre à vos questions. Alors, je vois qu'il y a une première question dans le chat. Posez vos questions hein, sur les préparations, sur les concours, sur les écoles. Vous pouvez y aller. Bonjour, merci. Donc, c'est Quid qui demande. Bonjour, merci pour votre conférence. Voyez-vous une différence de reconnaissance entre le BBA EDEC en présentiel, le BBA EDEC online, 100% distanciel pour sportifs de haut niveau? Plus, quelles écoles recommandez-vous pour ces profils de sportifs de haut niveau qui recherchent un parcours flexible qui permet un réel aménagement du temps de cours au quotidien? Plusieurs choses. La première chose, c'est que c'est pas un problème de faire le parcours à distance BBA EDEC sportif de haut niveau. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire, ça sera bien reconnu. Il y a des écoles qui proposent des parcours vraiment adaptés pour les sportifs de haut niveau. C'est le cas par exemple de l'EMLV. Et l'EM Lyon aussi, je suis quasiment sûr qu'ils le font. OK, à vérifier avec eux. Pour les autres écoles, il faut voir au cas par cas, mais c'est complètement le genre de choses qui peut se négocier. Parce que comme je vous l'ai dit, les écoles, elles sont aux petits soins avec les étudiants et elles comprennent que vous avez d'autres choses à faire. Enfin, que vous avez des... Voilà. Et ils adorent ce profil-là hein, de sportif de haut niveau. Donc c'est un plus, c'est pas un moins, c'est un plus. OK? Et donc du coup, typiquement, euh, je vous inviterai à aller voir, leur parler sur les salons ou aux journées portes ouvertes ou même à les appeler et ils vous diront exactement ce qu'ils feront. Mais je sais qu'il y en a qui font des aménagements. Sinon, en dehors de, des écoles de commerce, si vous êtes un très bon étudiant, vous pouvez peut-être postuler à Dauphine aussi, à l'Université Paris-Dauphine. Ils ont un parcours talent.
OK? Et donc du coup, avec des horaires aménagés, c'est juste vous faites votre licence en 4 ans au lieu de 3 ans, mais du coup, ça vous laisse le temps de pratiquer votre sport. Quand moi-même, j'étais étudiant à Dauphine, j'étais copain avec un mec, il était boxeur professionnel et donc du coup, il c'était un très bon étudiant d'ailleurs et du coup, il faisait du kickboxing à très haut niveau, même niveau international, hein, et en même temps que ses études. Marcelin demande: «Bonjour, y a-t-il des aménagements, temps supplémentaires pour les élèves bénéficiant d'un PAP?» Oui, vous pouvez avoir un tiers-temps pour les concours Access Sésame. La demande, elle se fait au moment, de l'ouverture au moment de Parcoursup, au mois de janvier. J'explique pour les gens qui font partie, de la prépa. Je fais une conférence où je vous explique comment tout préparer pour Parcoursup, comment faire votre lettre de motivation et aussi comment faire votre demande, pour votre tiers-temps, OK? Mais en gros, la demande, elle se fait directement auprès, des concours et parfois il y a un petit truc à faire en ligne, en complément, OK? Mais là, vous êtes en avance, c'est pas maintenant que ça se fait, c'est plus tard et si vous enfin, dans les concours, en fait, la contrainte de temps, elle est très forte. Donc avoir un vrai aménagement, il faut si vous pouvez en avoir un, même si vous ne le prenez pas d'habitude au lycée, prenez-le pour le concours. Pour une fois que ça vous avantage d'avoir, un petit «souci» entre guillemets, profitez-en quoi, faites-le, OK? Par contre, je sais très bien que ceux qui ont du besoin de temps enfin, qui ont un tiers temps, en général, ils ont vraiment besoin de temps supplémentaire donc voilà. Ça rééquilibre ça, il y a pas de problème. Alors, bonjour, combien d'étudiants avez-vous eu en Sésame, en Access et en prépa Accès Sésame l'année dernière? L'année dernière, on a préparé Prépa Campus 1 des étudiants qui ont passé le concours d'un point de vue national, pour Access et pour Sésame. OK. Pour Sésame, il y a 11 500 étudiants qui ont passé le concours. On en a préparé 115, nous. On a préparé 117, pour être précis. OK. Pour le concours Access, il y a 7 500, 7 600, 7 700 étudiants qui passent le concours. On en a préparé 77 pile pour le concours Access. OK. Il y en a parmi eux qui faisaient Access Sésame. OK. Je dirais 70 des étudiants qui font Access, qui font, pardon, spé et qui décident de passer le concours Access font aussi le concours Sésame. OK? Donc voilà, ça représente ça en termes de volume d'étudiants. En fait, pour l'équipe, pour vous dire, pour les cours hebdomadaires, donc on propose des cours du lundi au vendredi, on est 5 profs à faire les cours hebdo. Pour les stages intensifs, donc c'est des cours où on est 2-3 par cours, on est entre 15 et 20 profs à donner les cours pour les stages intensifs. Le profil des profs, c'est des personnes qui ont entre, en général, 25 et 35 ans, pour les plus vieux, 34 ans même. Entre 25 et 34 ans, tous des gens qui sont passés quasiment par l'ESSEC ou par HEC, qui ont fait HEC ou l'ESSEC en première grande école, un peu des bêtes de concours, des gens qui ont de l'expérience dans l'enseignement. Ils ont tous été testés pour sur leur pédagogie. Et la dernière chose aussi, c'est que je choisis que des profs qui ont des bonnes compétences sociales, entre guillemets. Il faut que les étudiants ils soient à l'aise, qu'ils aiment bien leurs profs, parce que je suis convaincu que quand on est en terminale, et même plus vieux d'ailleurs, on travaille beaucoup mieux et beaucoup plus quand on aime bien son prof. Donc c'est à nous de rendre les cours intéressants pour que les étudiants soient concentrés en cours et c'est à nous aussi de faire en sorte de leur donner envie de travailler. Et donc du coup, bah, pour ça, il faut des personnes qui soient inspirantes, qui aient qui aient de l'aisance avec les étudiants et qui ne soient pas que des bons pédagogues ou des bons techniciens. OK? Heu Dernière chose que je n'ai pas précisé sur les préparations, pardon, tous les cours hebdomadaires, c'est à distance uniquement et les stages intensifs pour les vacances scolaires, c'est soit en présentiel à Paris, soit à distance. Vous avez le choix. Par contre, on propose des stages sur toutes les semaines du mois de février, quelle que soit votre zone, OK? Et pour le mois de décembre, on propose que la deuxième semaine de décembre, du 30 décembre au 4 janvier. Pas court le 1er janvier, donc du coup, on fait lundi au samedi, mais pas court le mercredi, quoi. Sinon, c'est lundi au vendredi d'habitude. Et il y a pas cours sur la semaine de Noël parce que Noël, on fait jamais cours la veille de Noël, le jour de Noël, le lendemain de Noël. Les gens, ils sont en famille, les profs aussi d'ailleurs. Et en fait, là, ça tombe mardi, mercredi, jeudi cette année. Donc du coup, on fait pas cette semaine-là, ça nous la balise. Voilà. Alors, Christine demande: «Est-il possible de faire un accompagnement uniquement en maths, élève en première suivant un dual diplôme?» Quand vous êtes en première, c'est un peu tôt pour commencer à, vous préparer au concours. Néanmoins, si vous avez envie de le faire, ça peut être possible. Je conseille plutôt de se préparer sur Sésame que sur Access, pour commencer, OK? En première. Mais voilà, il y a pas de rush, OK? Christine, si jamais, en fait, vous souhaitez qu'on en discute un peu plus précisément, parce il me faudrait plus d'éléments pour vous dire ce qu'il faudrait faire avec, votre, fils ou votre fille d'ailleurs, je vous invite, voilà, je vais vous mettre mon numéro dans le chat.
Il est aussi, de toute façon, vous l'avez aussi dans les mails hein, que je vous envoie. Je vous invite à m'appeler demain et on verra ensemble ce qui est intéressant de faire, ce qu'on peut faire ou pas. Peut-être c'est pas le bon moment, ou peut-être on peut faire des choses. Il faudrait que j'en discute vraiment directement avec vous. Fabienne demande, avez-vous de nombreux élèves de terminale STMG qui ont été reçus dans des grandes écoles de commerce ou prépa ECT? Alors, en fait, quand vous êtes en STMG, vous pouvez être pris en prépa ECT. Les prépas ECT, c'est indépendant de ce que nous, on prépare. Nous, les prépas ECT, c'est quand on fait 2 ans de prépa ou 3 ans de prépa pour aller en école après. Nous, on prépare directement au concours. Pour le concours Sésame, on a des excellents résultats avec les STMG. C'est pas un problème d'être un STMG. OK? Donc voilà, de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Juste, je tiens à dire une chose. Pour certaines écoles, au concours Sésame, le dossier, vous avez une note de dossier. OK? Pour certaines écoles, la note de dossier est importante, pour d'autres, elle n'est pas du tout importante. Donc, par exemple, si vous avez 12 de moyenne, aller à l'ESSEC, c'est très, très, très dur. OK? Par contre, si vous avez 15-16 de moyenne, c'est faisable. C'est très faisable, il n'y a aucun problème. OK? Pour d'autres écoles, comme l'EM Normandie, par exemple, la note de dossier va être vraiment moins importante. Donc, même avec un dossier moyen, si vous êtes vraiment bon au concours, vous pouvez vraiment sans problème rattraper la note de dossier parce qu'elle n'a pas un gros coef. OK? Mais donc voilà. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Et d'ailleurs, quand vous souhaitez vous inscrire, moi, je vous demande toujours c'est quoi les écoles que vous visez. Je vous pose aussi beaucoup de questions. Les inscriptions avec nous, elles se font. Vous êtes obligé de passer par la casse téléphone et m'appeler d'abord, en fait, hein, quand vous souhaitez vous inscrire. Parce que je vais être sûr que vous ayez bien compris la préparation. Je vais être sûr aussi que bah, votre projet, il est sérieux parce que si je m'engage avec vous, enfin, vous vous engagez avec nous, mais nous aussi, on s'engage avec vous, en fait. Et je veux être sûr aussi que vous avez des attentes qui correspondent à ce que vous pouvez avoir. On ne va pas vous vendre du rêve, en fait. Si on vous dit qu'on a des résultats exceptionnels, c'est aussi parce que, en fait, on n'embarque pas des élèves dans des trucs impossibles. Donc, si vous souhaitez aller à l'IESEC ou aller au Bibier de l'ESSEC, si vous souhaitez aller au Bibier de l'ESSEC, alors vous avez 11 de moyenne, je vous le dis, si c'est ça votre but, ben, on va sûrement pas y arriver, en fait. OK? Parce qu'on va pas faire de la magie. Si vous souhaitez faire le concours Access, aller à l'IESEG et que vous êtes en STMG, vous n'êtes pas bon en maths en STMG, je vous dis, franchement, laissez tomber. C'est-à-dire, on peut le faire si vous voulez, mais je vous le dis, ça le fera. Enfin, même pas, on le fait pas en fait. On le fait pas parce que moi, ça va me prendre beaucoup de temps. Je vais passer beaucoup de temps avec vous pour, bah voilà, même en dehors des cours, pour bien vous expliquer ce que vous n'avez pas compris. Mais en fait, si vous partez de trop loin, bah, je vais pas pouvoir faire de la magie non plus. OK? Donc, c'est vraiment possible d'y arriver en étant vraiment impliqué, en ayant vraiment envie. Mais si les maths de SMJ, c'est déjà trop dur pour vous, c'est que ça sera trop dur les maths du concours Access. Pour le concours Sésame, ça a tellement rien à voir avec le lycée que ça pose pas de problème. Voilà. Et donc, du coup, oui, on rentre des STMG dans toutes les meilleures écoles. Il n'y a aucun problème avec le fait d'être en STMG pour les concours des écoles de commerce. Et donc, voilà. Après, il faut être réaliste avec ses attentes. Si vous êtes moyen en STMG, ne vous attendez pas à rentrer à l'ESSEC ou à l'IESSEC, ça ne le fera pas. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je vais attendre un petit peu pour les autres questions. Juste, voilà, je vous fais une dernière précision sur les préparations aux oraux. Je vous en ai déjà pas mal parlé. Les préparations aux oraux, c'est en plus des formules de préparation aux écrits que vous voyez là. Euh, c'est 3 à 5 cours pour se préparer aux oraux. C'est des cours où vous êtes euh, en individuel. C'est 120 € la séance, donc 3 séances, 360 € pour se préparer. 5 séances, 600 €. Vous faites 3 cours si vous êtes un étudiant à l'aise à l'oral. Vous faites 5 cours si vous avez des difficultés à l'oral. OK? Au-delà de 5 cours, si un étudiant, il est toujours pas assez bon, on ne l'envoie pas comme ça au concours. Ce qu'on fait, c'est que le prof, il va me le dire. Et qu'ensuite, on fera des cours supplémentaires, mais gratuits. OK? Et directement avec moi. Et donc, tous les ans, il y a deux trois étudiants que je vais prendre sur un cours de plus, parfois même 2 cours de plus. Voilà, enfin, ce qu'il faut, en fait, pour que vous soyez vraiment prêts. Quand on vous envoie, c'est que vous êtes prêts. Et en fait, on ne fait pas les choses à moitié. Voilà. Et c'est ce qui nous permet d'avoir 100% de réussite aux euros depuis plusieurs années. Donc voilà, à partir de quand on peut nous appeler? Alors, Mathilde, à partir de demain matin. Et si vous m'appelez demain matin, vous aurez la possibilité de commencer les cours demain soir si vous souhaitez vraiment commencer demain. OK? Euh, Il y a un temps de latence entre le moment où on s'appelle et le moment où l'inscription est validée. Et donc, si on est efficace, entre le matin et le soir, ça peut se faire. Et donc, demain, je vais regarder à partir de quelle heure je suis disponible. Comme ça va être plus simple. Voilà. Demain, je vais être disponible entre 10 h et 11 h 30 demain matin. Et donc, c'est
Et donc ça va être enfin voilà. Donc vous pourrez m'appeler à ce moment-là. Sinon, je serai aussi joignable, dans l'après-midi à d'autres moments et de toute façon, au pire, en fait, quand vous m'appelez, je rappelle dès que je suis disponible, OK? Et je suis très réactif, aussi bien avec les étudiants de la prépa que les personnes qui m'appellent pour, en dehors. Fabien demande: «Est-ce qu'on peut rentrer en prépa ECT avec 14,5 de moyenne générale et en prenant le concours Sésame?» En fait, quand vous faites le concours Sésame, ça vous fait directement rentrer en école, vous avez pas besoin de passer par la prépa ECT. Donc pour le concours Sésame, 14,5 de moyenne, c'est bien. Pour la prépa ECT, ça peut être suffisant, mais après, ça va aussi dépendre de est-ce que c'est en travaillant comme un acharné ou c'est en foutant rien? OK? Et ça va être dépendre, OK, est-ce que vous avez une grosse capacité de travail par rapport à ça ou pas? Et donc du coup, vous pouvez faire une prépa ECT. Après, si vous avez une très bonne école au concours Sésame, peut-être que, bah, ça vaudra pas le coup d'aller en prépa du coup. Voilà, OK? Mais Fabienne, si c'est pas hyper clair pour vous cette partie-là, franchement, vous m'appelez, je vous explique, je prends un quart d'heure avec vous, il y a pas de problème. OK? Bah, Valentine demande: «Ça a lieu où, physiquement les concours?» Le concours c'est à distance, hein, le concours. Aussi bien pour Sésame que pour Access. Donc c'est de chez vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais attendre juste 30 secondes, le temps de voir et sinon après on va arrêter la conférence. Merci, merci, merci. Bon, bah, c'est parfait alors. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un bon dimanche et bah, voilà, si vous avez des questions sur les concours, n'hésitez pas, je prends le temps de répondre à tout le monde. Voilà, j'ai de l'information, je partage l'information. Même si vous vous inscrivez pas, je ne suis pas rancunier. Mon rôle, c'est aussi d'informer les gens et donc voilà, n'ayez pas de problème à me demander, voilà, n'ayez pas de problème à me demander, de l'aide et la question de Carpentier, est-ce qu'on peut faire la prépa à l'oral sans faire la prépa aux écrits? En fait, la prépa aux oraux, j'en parle on fait très peu de communication externe. En fait, vous pouvez, hein, mais on fait très peu de communication externe, je vous explique pourquoi. En fait, on prépare beaucoup d'étudiants avec la prépa. Cette année, il y en a plus que l'année dernière, OK? Donc cette année, pour le moment, il y a 120 étudiants sur Accès César, OK? Et donc du coup, il y a encore plein d'inscriptions et comme c'est des cours qui sont individuels et que le nombre de profs, il est pas limité, on est une trentaine de profs, en fait, je fais zéro pub en dehors de la prépa pour les préparations aux oraux et donc si vous me contactez et qu'on a une place, bah, je vous donnerai une place, mais je fais passer en priorité les étudiants de la prépa, OK? Mais donc voilà, mais donc c'est possible, mais je peux pas vous garantir de place du tout maintenant, OK? Et les inscriptions, on les prend pas tout de suite pour les oraux. Voilà. Priorité aux étudiants de la prépa, eux, ils sont sûrs d'avoir une place pour les oraux. Les autres étudiants, s'il nous reste de la place, on leur donne, sinon c'est pas grave. Mais nous, on communique pas là-dessus parce que, en réalité, on a déjà beaucoup de monde, en fait. Voilà. Bah, écoutez, on va s'arrêter là. Je vous remercie à tous d'avoir participé à la conférence et bah, voilà, je vous dis à bientôt pour ceux qui voudront nous recontacter. Au revoir.